Bonjour et bienvenue dans le Panicast, le podcast édition de Panini. Aujourd'hui, comme vous le savez sûrement, puisque vous nous écoutez assez souvent, Aurélien est community manager et moi je suis commercial donc chez Panini. C'est un peu l'émission qui va montrer que être podcaster et travailler chez Panini c'est des fois pas facile, puisque autant un programme de septembre en tant que commercial ou community manager on se dit super, il y a plein de trucs dont on peut parler, autant là en tant que podcaster on se dit putain, on va jamais s'en sortir, il y a beaucoup trop de trucs bien dont il faut parler. Ouais, parce qu'on essaye en général quand même de faire des émissions qui traînent en dessous d'une heure. Et là, on se demande vraiment comment on va faire parce qu'on a vraiment énormément de coups de cœur. Et au moment où on était là, bon, il faut qu'on en coupe. Lequel ? Celui-là, non. Finalement, on a fait, allez, on va parler de tout, on s'en fout, on y va. Je propose qu'on commence donc sans plus tarder avec donc 2 titres récents qui sortent en 100%. Je vais m'en charger, mais je pense aussi que tu auras ton mot à dire parce que tu les as vus également. Oh oui. Voilà, surtout qu'il y a un sujet avec un thème qui nous réunit, à savoir donc le combat contre les nazis. Puis que donc Hellhunter, qui est signé par Philip Kennedy Johnson et dessiné par Adam Gorham, avait été introduit par son scénariste, donc Philip Kennedy Johnson, comme en gros, j'ai envie de raconter l'histoire du Ghost Rider de mon run de Hulk. Et puis je me suis dit que bon, vu qu'on n'a pas forcément besoin de raison pour se battre contre les nazis, je me suis dit qu'en plus c'était la parfaite période pour ça. Donc du coup, vous avez un récit de Seconde Guerre mondiale qui va raconter l'histoire de ce Ghost Rider, qui est né en 1944 dans cette histoire-là, et qui va mais pas le perso, mais sa création en tant que Ghost Rider. Voilà, parce qu'en fait, on va découvrir que c'est un ancien, plutôt qu'à l'époque, c'est un soldat américain qui se bat contre des nazis vampires de glace. Je sais pas comment il faut les qualifier autrement. Ouais, ça marche bien. Voilà, c'est assez pulp comme concept déjà de base, et il va affronter les nazis avec un commando composé de Bucky, de Wolverine, de Nick Fury et de l'homme à la moustache que j'oublie toujours. Une sorte de sorcier suprême. Ouais, non, mais c'est aussi un espèce de sorcier suprême, mais pas un vrai sorcier suprême. Je me demande s'il est pas introduit dans le run de Aaron, peut-être dans les Avengers d'Aaron, dans un des multiples multivers. Mais en tout cas, il y a un côté avec les Hellhunters c'est un peu l'équipe secrète des envahisseurs, quoi. On n'a pas Captain America, Namor et la Torche Humaine, on a Ghost Rider, Bucky et Wolverine, quoi. Et c'est vrai qu'il y a un peu un côté équipe secondaire secrète qui est assez chouette en plus du reste. D'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'on voit Captain America d'ailleurs pendant les 5 épisodes, et puis clairement le commandement en fait américain dit t'as un meilleur film à jouer, quoi. En gros, dans une autre série, quoi. va faire une vraie mission où on peut te mettre en avant. Là, c'est vraiment le truc obscur. Et il y a un peu ce côté-là. Et c'est vrai que t'en as parlé, mais Philip Kennedy Johnson, du coup, il fait un vraiment super run sur Incredible Hulk. C'est vraiment une super série. Et là, ce petit spin-off, du coup, en un tome, c'est à la fois un spin-off, mais on n'a pas besoin d'avoir lu Incredible Hulk pour se lancer dedans. Et à côté de ça, il y a un côté, on voit sa fascination pour le côté monstre et truc occulte et tout ça. Et c'est D'ailleurs, il le dit, en fait, il dit qu'il a peur d'être cantonné un peu à ce rôle d'auteur qui fait des trucs un peu d'horreur et tout. Mais c'est vrai que, à part peut-être son Superman en mode gladiateur, et encore, d'une certaine manière, c'est vrai que Kennedy Johnson, on en parle finalement assez régulièrement. Hein, ce sera un peu comme Jed MacKay un peu plus tard, parce que finalement entre donc son chez DC Comics, moi que je trouve formidable, c'est le dernier des dieux, évidemment sa série de 3 tomes sur Alien, et aussi évidemment du coup son run sur Hulk, qui va avoir d'ailleurs une suite sous un autre nom qu'on ne va pas tout de suite divulgacher puisqu'il n'est pas encore sorti en français. C'est un scénariste qu'on aime beaucoup, et je trouve que là encore il est très très efficace. Et puis au dessin on trouve Adam Gorham, qui était pas un nom en fait qui faisait quelque chose, mais qui en fait est un peu le gars qui monte, quoi. Il est fait de Blue Flame avec Cantwell, en fait. Je me suis pas rendu compte que c'était lui. Et pourquoi je l'adore? Pas que pour ça, mais c'est vrai qu'il a fait une série Rocket Raccoon avec Alley Wing.
et voilà, dont j'ai acheté des planches. Donc, non, Adam Gorham, je l'aime beaucoup depuis très longtemps. C'est un dessinateur canadien qui est vraiment super chouette. Il a également fait des épisodes de la dernière série en Dark Vador, Ouais. celle de Greg Pak. Et c'est vrai que ouais, il est hyper efficace dans tout ce qu'il fait. Il a un style que j'ai envie de dire très granuleux, quoi. Il y a un truc, il y a de la matière, quoi, dans son style. Et c'est vrai que du coup, ça donne de quelque chose de très chouette avec des vampires nazis et des Ghost Riders et des choses comme ça. Son style colle bien à tout ça. C'est d'ailleurs qu'il faut quand même avoir un certain talent pour arriver à rendre, sans être ridicule, un bombardier Ghost Riderisé. Donc c'est vrai que ouais, non, j'ai découvert un artiste, moi j'avoue je le connaissais pas, en utilisant en tout cas sans le connaître, parce que j'avais lu quelques séries sans forcément avoir mis du coup un nom sur ce dessin-là. Mais en tout cas ouais, un nom à suivre. Tu parlais de Halloween, du coup je vais en profiter pour faire du coup une autre recommandation de 100% avec All New Venom, donc tome 1. All New Venom, qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est en fait on va dire la saison 2, un peu du run de Halloween sur Venom. Déjà un run un peu controversé, puisque déjà il y a eu un des débuts un peu on va dire chaotant, je sais pas comment dire, avec Ramvi et Birenich au dessin, qui était pas forcément peut-être au milieu de sa forme, et Ramvi qui a finalement quitté la série après en cours de route. Pour Brian Hitch, par par rapport à du Redcoat, je trouve que tu vois, tu sens qu'il est beaucoup moins, tu sens je trouve que ça collait moins avec le personnage, je trouve maintenant. Moi je suis et c'est vrai que globalement, et je trouve d'ailleurs c'est la force du coup de All New Venom, c'est que le Carlos Gomez, je trouve, colle vraiment bien à l'énergie en fait de l'histoire, quoi. En fait, c'est vrai que All New Venom, déjà, ça part d'un constat qui, pour moi, est que c'était très bien, en tout cas, son run de Venom qu'il a fait, mais au bout de 6-7 tomes, c'est vrai que c'était une intrigue qui était très complexe, avec énormément de fils narratifs, de temporalités différentes, de choses comme ça. Donc on arrivait à quelque chose qui était très complexe et où c'était très difficile de s'intégrer à ça si on n'avait pas lu depuis le début. Et en fait, la Venom War a eu ce truc de remettre un peu les compteurs à zéro et de permettre de lancer des nouvelles intrigues complètement. Et en plus de lancer des nouvelles intrigues, de changer du coup l'ambiance complètement. C'est-à-dire que entre All New Venom et la série Venom précédente, on pourrait presque ne pas croire que c'est le même scénariste. On est dans des ambiances assez radicalement différentes. Je pense que ça vient aussi d'une discussion avec l'éditeur, vu que l'éditeur a changé en fait sur le titre. C'est un peu avant la Venom War, c'est l'arrivée de Jordan D. White sur la ligne Venom et Hulk d'ailleurs aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu une discussion entre White et Wing sur pas forcément en mode moi en tant qu'éditeur j'ai pas envie que ça continue comme ça, mais plus il faut donner un nouveau souffle, un nouvel allant, comment on peut faire, quel angle donner. Et c'est vrai que ils ont choisi un angle qui est très radicalement différent. Ouais, c'est un whodunit, c'est-à-dire qu'il y a cette question qui d'ailleurs est le titre de l'album. Qui est le nouveau Venom ? Qui est ce nouveau Venom ? Et en fait, on est sur une série qui est, comme tu le disais, où le style de Gomez colle parfaitement, parce qu'on est sur une série super héroïque, vraiment. C'est premier degré, quoi. C'est du coup là où le Venom, que encore une fois, moi j'aime beaucoup par ailleurs, même s'il est très complexe, c'est que on était sur une intrigue temporelle à plusieurs échelles, plusieurs niveaux, temporalité, on avait plusieurs personnages, donc c'était un peu touffu. Et après, on arrive sur quelque chose de très lumineux, très fun, rythmé, beaucoup plus accessible en fait, je trouve. Ouais, avec toute une intrigue sur est-ce que donc on a une liste de 4 noms, quoi, et ou est-ce que Paul mérite tant de haine de la part des internets, quoi, du coup. Voilà, parce que c'est vrai que en plus du coup du whodunit sur qui est
caché derrière le masque du nouveau Venom. Il y a en plus de ça une partie du casting des séries, aussi bien Spider-Man que Venom, qui est là, qui gravite autour, que ce soit Dylan, donc le fils d'Eddie Brock, ou MJ et Paul. Et du coup, on se retrouve avec une série qui a une saveur, une tonalité qui est très Spider-Manesque. Ouais, parce qu'il y a Robbie Thompson, il y a Rick Jones, il y a Madame Mask, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et c'est là un truc assez vaudeville d'ailleurs, où en fait ils se retrouvent toujours dans la même pièce, et à chaque fois ils ont tous un truc à faire, et ils se retrouvent en mode genre, personne peut prouver qu'il y a le nouveau Venom, merde. Je trouve ça super drôle. Enfin, vraiment... Ouais, c'est vraiment une super série. Ouais, non, vraiment super. On saura, d'ailleurs, on peut le dire, on saura à la fin du tome qui est le nouveau Venom. Et moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Alors, c'est une idée alors, je vais pas en parler davantage parce qu'on va finir par donner des indices, des choses comme ça. Mais qui a du sens, voilà. Qu'on connaît l'histoire de Venom, et voilà. Voilà. Bah oui, mais voilà, c'est tout. et voilà. Mais en tout cas, ouais, vraiment très 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 chouette série. Et si vous avez, j'ai envie de dire, si vous aimez l'univers de Spider-Man, si vous aimez l'univers de Venom, bah, n'hésitez pas, vous allez être surpris, mais c'est vraiment cool. Si même à l'inverse, vous n'avez pas aimé en fait la précédente partie d'I-Wing, c'est vraiment, je trouve, un nouveau point d'entrée idéal. En tout cas, à mon avis, comme je disais, on dirait vraiment un autre scénariste. Voilà. Ouais. C'est bien pour ça qu'on en parle à chaque épisode. On est très lourd. Du coup, en parlant de lourdeur d'ailleurs, Jen McKay, c'est pas aussi un peu le nouveau nom récurrent cette émission ? Ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais c'est vrai que d'un autre côté, il écrit beaucoup de choses chez Marvel et des séries de premier plan, donc au bout d'un moment, c'est normal qu'on en parle. Là, c'est pas la série de tout premier plan, mais quand même, c'est le 3e volet du coup de sa trilogie sur Strange. Donc après la mort du Docteur Strange et après Strange qui était du coup centré sur Cléa, là maintenant c'est la vie du Docteur Strange, donc le 3e volet de sa trilogie. Cléa a réussi à faire revenir Stephen Strange. Oh mon dieu, spoiler, mais bon, comme on l'avait déjà dit quand on avait parlé du tome précédent, on savait très bien que le bon docteur allait revenir. La question n'était pas de savoir s'il allait revenir, mais comment il allait revenir. Et donc là, le voilà de retour. Et d'une certaine manière, c'est du coup le moment où Jen McKay écrit vraiment Doctor Strange. C'est-à-dire, il a écrit d'abord la mort du Doctor Strange, qui était pour le coup aussi un whodunit, hein. Ça commençait, dès le premier épisode, il était tué, et après, en tant que fantôme, il enquêtait en fait fantôme, pas vraiment, mais bref, il enquêtait sur son propre meurtre. Et dans la suite, du coup, on était quand même beaucoup plus centré sur Cléa. Et là, enfin, on a Jen McKay qui écrit le Doctor Strange avec Pasquale Ferry au dessin. Et Pasquale Ferry, c'est vraiment le dessinateur que j'ai appris à aimer. C'est-à-dire qu'il a un style qui est quand même pas mal clivant, ou en tout cas très marqué. C'est vrai que plus ça avance dans le temps, plus je suis content quand je le vois apparaître sur une série que je lis. Voilà, le fait qu'il soit maintenant là, par exemple, sur la série, sur le futur de la série Thor d'I-Wing, c'est pour moi une très bonne nouvelle, parce que je sais que la série est entre de bonnes mains d'un dessinateur régulier qui a une vraie patte et qui est capable de dessiner à peu près tout, et qui est très à l'aise en plus dans tout ce qui est magie, cosmique, et choses comme ça. Il aime bien les trucs qui on va dire qui sont pas forcément toujours très terre à terre. Donc non, c'est vraiment, j'aime vraiment son style. Et sur la série là, la vie du Docteur Strange, il s'éclate, hein, parce que Jen McKay a plein d'idées, d'intrigues pour nous mettre le bon docteur dans de sombres histoires. Ouais, et puis surtout que, comme on avait parlé en off, ce que je l'ai lu du coup pour préparer l'émission, ce que je l'ai pas suivi en direct, je l'ai lu avec le
Deluxe là qui sortira du coup au mois de septembre. Ce qui m'a beaucoup plu, à ma grande surprise, que c'est vrai que je suis peut-être pas toujours, je trouve Jed McKay un scénariste intéressant, mais qui me touche pas toujours. Là, je l'ai trouvé vraiment, en tout cas, très touchant, et surtout, je trouve qu'avec Doctor Strange, il a réussi à faire ce qui est la marque des runs, en tout cas, que je trouve intéressant sur les personnages, à savoir déjà une unité graphique, ce qui aide quand même pas mal, mais surtout aussi, c'est d'arriver à condenser en quelques épisodes ce qui fait l'essence même du personnage, et surtout, je trouve qu'il y a une idée qui est assez bonne, où en gros, à un moment donné, on voit Strange en fait rencontrer Dormammu, et on apprend que en gros cette rencontre vient régulièrement pour un peu négocier sur le devenir du coup du monde que Strange protège, et ça m'a beaucoup fait penser au fait aux annuals qu'on pouvait trouver dans Starman ou dans des séries comme ça, où ça permettait de faire un rendez-vous et une pause dans l'intrigue de fil rouge principal du run pour justement reposer les enjeux, avoir une étape dans la vie psychologique, dans l'évolution du personnage. Et là, je trouvais que ça permettait de bien recaractériser qu'est-ce qui fait que Strange est Strange. Et justement, je crois que je sais plus si c'est avant ou après, il sort ce qui pour moi peut-être la meilleure partie du run, c'est en fait un affrontement contre un ennemi mystérieux, en gros, dont on va découvrir l'identité, qui va entraîner, je trouve, un épisode flashback vachement intéressant et assez touchant. Et c'est vrai que c'est toujours, je trouve, je peux pas vraiment révéler qui c'est, mais cette thématique-là, traitée par McKay, je trouve, est vraiment très intéressante, et je trouve donne tout l'intérêt, justifie déjà, à mon avis, à lui seul l'achat du Deluxe, je trouve. Ouais, non, c'est vraiment une très chouette série. On retrouve aussi d'ailleurs les épisodes que vous avez déjà peut-être lu, du coup de Blood Hunt, qui nous amène vers la conclusion du titre, pour une raison qui du coup peut être révélée, parce que maintenant c'est dans le présent de l'univers Marvel, mais le rôle de sorcier suprême n'échoit plus au Doctor Strange, mais désormais entre les mains de Fatalis, dont on va parler même tout de suite, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'en plus le nom de l'event, donc One World Order Doom, découle même en fait d'un épisode, du run de Warren Ellis sur Doom 2099. Donc Doom Fatalis plutôt 2099, qu'on sort du coup en omnibus, et qui est un beau bébé. Je crois que c'est peut-être le plus gros bébé qu'on ait sorti d'ailleurs en omnibus. Il fait 1300 et quelques pages, je crois, presque 1400. Je crois que on avait le Heroes Reborn, le Return peut-être, qui était pas mal, ouais. Donc c'est vrai que ça fait partie des paginations à partir du moment où on dépasse 1200. On est sur l'arme létale, là, je crois, à peu près. On commence à avoir la veine qui palpite un petit peu au bord du front quand on arrive à ces paginations-là, en général. Ça, c'est plus du crossfit que la lecture, quoi, en fait, à ce moment-là. C'est vrai que... Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que quand on avait... pour Immortal Hulk, d'ailleurs, qui atteignait 1600 pages, on a aussi préféré aller vers une publication en 2 omnibus autour de 800 pages, parce que c'est vrai que on pense que des paginations très très élevées, c'est bien quand on a envie de tout lire d'un coup, mais au bout d'un moment, il y a aussi la maniabilité qui rentre en jeu. Ouais. Et donc c'est compliqué de le lâcher, cet omnibus, justement, puisque on a quand même quasiment 3 ans d'histoire, parce que la série s'est étalée donc de janvier 93 à août 96, et elle est vraiment, je trouve, passionnante, parce que moi c'était une découverte totale. Je crois que toi tu m'avais dit que tu avais juste lu la partie Warren Ellis. Je crois que c'est la partie que j'ai lue. Je sais que j'ai lu une partie des épisodes quand c'était publié dans la revue 2099 de Semic à l'époque, et je sais que les épisodes que je lisais, à chaque fois j'étais là, waouh, c'est trop bien, c'est fou, oh mon dieu, j'adore. Ça faisait partie des séries qui m'avaient vraiment marqué positivement à l'époque, ce qui n'était pas forcément le cas de toutes les séries 2099, mais c'est vrai que Fatalis 2099 c'était peut-être celle qui intriguait le plus, parce que c'est vrai que on avait sinon des redites des personnages phares, que ce soit Spider-Man, les X-Men, le Punisher, Ghost Rider, Ghost Rider est peut-être moins phare que d'autres là dans cette liste, mais néanmoins c'est un personnage qui a toujours eu des séries régulières. Fatalis,
même ces mini-séries ou des choses comme ça restait des choses relativement confidentielles. Donc le voir avoir une série régulière dans l'univers 2099, ça intriguait vachement. Ouais. Et l'autre truc qui est intéressant aussi avec cette série-là, en gros, c'est une création de John Francis Moore et de Pat Broderick qui signent la plupart des épisodes au niveau du dessin, c'est que donc ce Doom-là, en fait, donc Fatalis plutôt, faut que j'arrive à prendre le coup. Fatalis débarque un jour dans l'univers 2099, mais est-ce vraiment le vrai Fatalis ? Est-ce que c'est celui de l'univers 616 ? On ne sait pas. Mais en tout cas, chose qui est certaine, c'est que on se doute bien que, de toute façon, que quand Fatalis débarque quelque part, c'est pas pour jouer du bilboquet, c'est sûr, parce que clairement, en fait, il va arriver et il va foutre le bordel, clairement. C'est-à-dire qu'il va, dès le premier ou deuxième épisode, changer son design, se faire incorporer des nouveaux composants robotiques, une nouvelle armure, voilà. Dans quelques épisodes plus tard, il va surfer dans l'enfer du cybernet. Avec tout le côté cyberpunk un peu désuet qu'il peut y avoir. Cyberpunk qui est d'ailleurs revendiqué par Moore, parce qu'en fait il y a des personnages qui sont directement issus du neuromancien de Gibson. Ouais, et d'ailleurs je parlais de Ghost Rider, et c'est vrai que la série Ghost Rider 2099 se passait énormément dans le net, je sais plus comment ça s'appelle. L'internet de ce monde-là. Et ça donnait une ambiance cyberpunk à fond les ballons, et c'est vrai que ça participait à l'ambiance de la ligne 2099. C'est ça. Et donc Moore, donc le scénariste, a lâché ensuite la série en gros vers le numéro 22 pour pouvoir travailler sur X-Men, parce que en fait c'était aussi le scénariste de la série X-Men. Parce que après, faut aussi se dire qu'à l'époque X-Men dans les 90 c'était quand même la série la plus importante, donc je pense qu'aussi il y avait tout intérêt à conserver celle-ci. Et Warren Ellis ensuite arrive au numéro 23, donc et va partir au numéro 39. Il faut dire aussi que de toute façon globalement la ligne 2099, on n'a pas forcément parlé en détail jusqu'ici, mais quand en fait on regarde un peu l'historique, c'est que on voit que la plupart des créatifs, notamment Peter David ou Warren Ellis, sont partis en gros de la ligne dès le moment où l'éditeur qui est en charge donc de la ligne 2099, donc Joey Calaveri, il était en fait débauché par Marvel, parce que à ce moment-là Marvel avait donc des problèmes d'argent, et donc c'est vrai que la ligne n'a pas forcément survécu au départ de l'éditeur, puisque la plupart des créatifs sont partis. Et puis après on le voit avec Doom 2099, en fait après le départ de Warren Ellis, il y a quelques numéros qui honnêtement c'est clairement pas pour ces numéros-là que vous allez acheter l'omnibus. Et ensuite, il y a Moore qui revient pour 2 épisodes. Mais comme il l'a dit en interview, il dit revenir sur une série qu'on a quittée, c'est un peu comme renouer avec une ex. Voilà. Donc, à savoir, pas très agréable. Mais disons que jusqu'ici, en tout cas, vous aurez eu au moins une 40aine de numéros qui sont, je trouve, jusqu'ici, pour moi, super intéressants, avec ce doute permanent sur Doom. On va voir qu'il va essayer de retrouver sa mémoire. Voilà. On a aussi, du coup, le côté très politique de la série, surtout avec Warren Ellis, qui va quand même, on l'avait dit, faire un événement qui s'appelle One Nation Under Doom, dans lequel Fatalis devient président des États-Unis. Donc, c'est quand même quelque chose, qui a pas du tout vieilli, je trouve, aussi bien grave. Si au niveau du net ça a peut-être un peu mal vieilli parce que c'est ce côté très années 90, mais je trouve qu'en termes de thèmes, de dessin et de tonalité, je trouve que pour le coup c'est une série qui n'a pas perdu de sa modernité. Et sinon on trouve aussi donc si je dis pas de bêtises 8 épisodes des 4 Fantastiques que je n'ai pas encore lu à date, mais bon après j'ai l'impression qu'en fait c'est les 4 Fantastiques de la Terre 616, mais je suis pas tout à fait sûr, donc ne l'ayant pas lu je préfère ne pas m'avancer sur la qualité de ceci, mais en tout cas pour Doom en tout cas je pense que c'est vraiment très très bien. Ouais, et puis c'est une des rares séries qui a duré du coup tout le long de l'univers 2099, avec 40 numéros à peu près. Ouais, avec Spider-Man, du coup vous avez déjà une bonne partie de l'univers 2099 avec ces 2 séries. Après moi je te propose de parler maintenant d'un autre personnage emblématique qui fait son retour en édition Prestige avec le Silver Surfer Black. Ouais, que donc on a réussi à, je ne sais pas comment, à parler de Venom pendant 10 minutes tout à l'heure sans évoquer une seule fois Donny Cates. Et en fait j'y ai pensé d'ailleurs, c'est vrai que quand on disait que All New Venom était très lumineux, moi dans ma tête j'étais oui, alors que la période Donny Cates était très sombre au contraire, et très sombre aussi il est le récit sur le Silver Surfer qu'il écrit du coup durant aussi son run
sur Venom, et avec qui il entretient certains liens d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on corrige, j'ai envie de dire, on corrige un petit loupé. À l'époque, on l'a sorti en 100% parce que c'était dans la dans la continuité directe de ce qu'on faisait. Mais on a été un peu surpris aussi de le voir sortir par Marvel dans une grande édition, grand format, prestige et tout ça. Donc eux, ils l'ont sorti en fait quand nous, nos plans étaient déjà un petit peu gravés dans le marbre à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on s'est dit, c'est un peu dommage, c'est vrai que ça aurait été une belle édition pour le Silver Surfer Black. Les dessins de Tradd Moore sont quand même superbes. Bon, tant pis, c'est pas grave. On fait des choix, à un moment on s'y tient, et voilà. Et vu que maintenant ça fait quelque temps qu'il est plus dispo, et que c'est quand même un récit excellent, et qu'en plus de ça, il y a eu le Doctor Strange de Tradd Moore qui est sorti en édition prestige l'année dernière, en janvier ou février 2024. On s'est dit, pourquoi pas? C'est ça, d'autant plus que on l'a pu l'évoquer au moment des émissions qu'on a pu faire autour du film qui est fantastique. Le Silver Surfer, donc via une version féminine, est intégré dans la MCU, donc pour nous il y avait un peu une fausse actualité pour en profiter, parce qu'au fond, est-ce qu'on a besoin d'actualité pour ressortir du Tradd Moore en grand format? Je ne pense pas. Mais disons que de le relire comme ça, c'était un petit plaisir, et comme tu dis, c'est vrai que c'était un peu une occasion de manquer. C'est ce qui fait aussi d'ailleurs que c'est en 2020 où en gros on était un peu sorti de nos automatismes, de sortir un peu tout en 100%, et c'est à ce moment-là où justement les anthologies, Black, White and Blood justement, ou des séries un peu plus pointues niveau dessin, ou disons qui méritaient un plus grand format, donc notamment comme le Doctor Strange Fall Sunrise ont fait leur apparition directement en version prestige, et il y a un autre aussi grand dessinateur qu'on est sorti en 100% qui refera son apparition en prestige, mais je n'en dis pas trop. On en parlera dans quelques émissions. Et oui, donc une vraie claque. Moi, ça fait un peu, des fois je radote un peu, mais c'est vrai que ça fait partie des titres sur lesquels j'ai travaillé quand je suis arrivé chez Panini, où j'ai vu les premières pages intérieures. Et c'est con, mais tu sais, j'avais très bizarre, mais j'avais la musique du générique des Super Nana quand je voyais les planches de Tradd Moore sans bulle. Tu vois les lignes de vitesse, tu sais, dans ma tête ça fait pom pom pa pom pom pa. C'est-à-dire que vraiment, je trouvais que ce dessin-là, franchement, c'est intéressant. Je pensais un peu à ce que raconte George Miller des fois quand il parle des Mad Max, où il veut vraiment revenir au côté cinéma muet, où il veut faire des films qui se comprennent sans dialogue. J'ai adoré lire le Silver Surfer sans bulle quand j'ai vu les extraits qu'on utilise pour en fait les représentants et les présentations, et voir ces planches là sans bulle, c'était assez formidable, et je trouve que c'est un récit qui est vraiment magnifique, et qui est vraiment, je trouve, même si il avait déjà commencé à faire des choses avec par exemple le All New Ghost Rider, c'est vraiment, je trouve, le récit qui a sacré en fait Tradd Moore comme un immense dessinateur. Trophée qui s'est auto-attribué à nouveau en mode plus avec Strange Fall Sunrise, qui est encore plus une merveille. Et c'est vrai que c'est un récit qui est compliqué à raconter, mais on est vraiment entre Druillet et Klimt, je sais pas comment dire en termes de style, mais c'est formidable, et en même temps on est vraiment à l'essence même du Silver Surfer de Kirby, je trouve. Donc c'est vraiment un récit fantastique. Et j'avais commencé en disant qu'il y a quelque chose de dark, aussi bien dans son Venom que dans le Silver Surfer Black, mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas l'endroit où la lumière peut surgir le plus fort? Elle surgit un peu partout quand même, parce que ça dégueule d'arc-en-ciel. Et en parlant de séries lumineuses et de dégueulis d'arc-en-ciel, parlons de peut-être le chef-d'œuvre de l'année, j'ai envie de dire. Peut-être le meilleur comics, même qui détrônera Watchmen, je pense. C'est ça. Non, mais en plus, j'ai pas envie que ça devienne juste une blague, parce que It's Jeff, donc le fabuleux album sur Jeff, le mini requin à pattes, qui est apparu pour la première fois dans West Coast Avenger de Kelly Thompson.
Ben en fait, c'est vachement bien quand même, sans déconner, sans faire de blagues, sans dire que c'est du niveau de Watchmen, c'est vachement bien. Non, disons qu'en plus, à l'heure où on enregistre, donc le titre est déjà sorti, et il est déjà en rupture. C'est-à-dire qu'on était surpris du succès même du bouquin. Alors, on avait déjà augmenté le tirage, et justement, bon, en gros, pour révéler un peu, c'est pas vraiment des coulisses, mais ça se passe toujours comme ça, mais en fait, on fait des réunions de tirage, et donc je présente les titres qu'on va tirer, tout ça, et donc des fois, on peut baisser, augmenter un tirage. Et là, en l'occurrence, sur Jeff, on avait un tirage qui était prévu. Et puis devant, en fait, on avait vu déjà des premières remontées de représ de commerciaux qui nous avaient dit attention, Jeff, en fait, il est un peu plus haut que les objectifs qu'on avait fixés. Et donc, du coup, défendre l'augmentation d'un tirage en disant ouais, mais en fait, tu comprends, c'est un requin, il a des pattes et tout le monde l'aime, tu vois. Bon, et pour ceux qui ne connaîtraient pas l'album, ouais, mais quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas l'album, bon, vu qu'il y aura sans doute un deuxième tirage, c'est en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, à destination des kids en premier lieu, l'album, mais c'est à destination aussi de tous ceux qui ont envie d'avoir un sourire en lisant l'histoire. C'est plein d'histoires muettes, ou quasi muettes en tout cas, où Jeff va interagir avec le reste de l'univers Marvel, mais toujours en tant que petit requin avec des pattes qui ont envie de faire un peu ce qu'il veut. Et du coup, il y a un petit côté comic strip, quoi. On est sur du j'ai Calvin et Hobbes qui me vient, mais c'est plus innocent que Calvin et Hobbes, c'est plus mignon, mais à la fois on est moi je lis ça, j'ai la banane tout du long, quoi. C'est Kelly Thompson, elle arrive toujours à trouver une manière ultra charmante d'amuser avec les interactions que Jeff a avec le reste de l'univers Marvel. Et à côté de ça, Guri Hiru, donc qui est un duo de dessinatrices japonaises, elles ont ce trait extrêmement cette ligne claire, un peu ce côté, ce dessin vraiment à la fois beau et limpide, j'ai envie de dire, qui pareil nous permettent de voir Jeff faire de la luge ou Jeff voler un poulet rôti, et qu'on soit à chaque fois en mode il est vraiment trop mignon et c'est trop agréable et j'ai envie de relire 12 fois cette BD alors que ça me prend 5 minutes pour la lire. Ouais, et saluons aussi du coup pour un comics muet l'emploi fictif de Jérémy Manès qui après Rome je le balance. C'est une émission qui dénonce. C'est ça. Tous tomberont. Non, en tout cas, ouais, c'est vraiment super à lire, et justement, c'est marrant parce que du coup, je l'ai fait lire à un fils d'amis, et justement je lisais par-dessus son épaule, et en fait je riais en même temps. c'est très, enfin moi je trouve ça vraiment donc très bien. Et puis en plus on voit aussi qu'aux États-Unis c'est quand même une série qui a du succès, puisque Courrier Sommer, en gros il y avait quand même pas mal de mini one shot qui étaient en fait la première publication qui était dans l'application de Marvel à Infinity, et ensuite petit à petit il arrive dans les tie-in, et c'est d'ailleurs assez drôle dans le sommaire, parce que je sais que ça m'a fait rire quelques-uns, où en fait on passe de Is Jeff à Extreme Venomverse 2 qui n'a d'extrême que le nom, parce qu'on se retrouve avec Jeff en mode Venom. Et justement après maintenant il y a une série régulière Jeff, et on voit que c'est quand même un personnage qui, notamment avec Marvel Rivals, a conquis le grand public, et je pense qu'il y a une des meilleures créations en tout cas de cette année en comics, tout confondu, je trouve. Mini aparté, Marvel Rivals, donc qui est un jeu vidéo qui cartonne, et Jeff a été Marvel, quoi. Voilà, et Jeff était un des premiers personnages en plus à intégrer au line-up. Il y a des nouveaux personnages qui sont rajoutés régulièrement, mais Jeff était là depuis le début, et donc ça a permis qu'il gagne d'autant plus en popularité. Tout à fait. Là, on passe donc d'un comics pour enfants à un comics qui n'est pas trop pour les enfants. Oh non, clairement pour adultes, soyons clairs. Parce que moi j'étais un peu trop libéral dans mes mœurs, pardon. Ouais, non, il y a pas de signalétique dessus, mais on va quand même dire que moins de 16 ans, quoi, quand même. Alors Sunstone, parce que c'est de ça dont on parle, là on sort une intégrale autour de Sunstone Merci, donc qui est la suite de Sunstone. Sunstone, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça fait toujours du bien de remettre un petit coup de projecteur sur la série de Stepan Sejic, j'ai envie de dire.
je sais pas si je prononce parfaitement bien son nom. On a vexé tous les Balkans, mais c'est pas grave. Ok. Ouais, j'ai pas fait croate, donc Stjepančević. Bon, bref, le scénariste et dessinateur Darlene aussi, hein, qui a été publié chez Urban. Donc Sunstone, c'est une série où en fait, moi je me rappelle du moment où j'ai Walter de la rédaction qui m'envoie le PDF du premier tome en VO et qui me dit tiens, qu'est-ce que t'en penses pour qu'on fasse cette série en VF. Et donc je lis et je vois, donc c'est une série sur un couple de lesbiennes en mode sadomasochisme, BDSM. Donc mon premier réflexe, on va être honnête, hein, c'est de me dire putain, c'est racoleur à mort quand même. C'est écrit par un mec et dessiné par un mec, ouais. Ouais, c'est ça. Bon, en plus, qui dessine évidemment des bombasses. Bon, voilà. Et en fait, au bout de 20 pages, j'étais déjà accroché. C'est en fait, les personnages sont tellement bien écrits, on est tellement sur de la romance avec le côté oh mon Dieu, est-ce qu'elles vont finir ensemble, oh est-ce que elles vont enfin s'avouer leurs sentiments, oh est-ce qu'il y a un triangle amoureux qui est en train de se dessiner ou pas, oh là là, est-ce qu'il y aura cette bougie. Non, mais en plus il y a un côté BDSM, et il y a des problématiques même de ces univers là qui sont mis en avant ou explicités. Il y a plein de... En fait, pas mal de choses tout à fait. Ouais, l'éthique, le côté, entre autres, ça raconte l'histoire à un moment d'une qui a envie de devenir vraiment soumise H24 et qui du coup fait un peu n'importe quoi et envoie sa vie un peu dans le mur et des choses comme ça. Donc il y a plein de problématiques comme ça auxquelles dont on n'est pas forcément familier, mais auxquelles on s'intéresse parce qu'elles sont bien racontées. Et à côté de ça, ouais, il y a l'aspect romance et tout ça qui est vraiment super. C'est un aspect qui a un peu disparu, entre autres, des comics de super-héros, le côté romance, mais c'est vrai que même moi, ado, quand il y avait ces aspects-là entre Peter et MJ, ou parmi les X-Men, etc., quand tu voyais Psylocke qui allait draguer Cyclope, ou des trucs comme ça, à chaque fois, j'étais là, oh, qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est vrai que j'ai toujours eu ce côté un petit peu, que ce soit dans les comics ou même dans les shonen ou les shoujo, c'est l'aspect romance, moi c'est toujours quelque chose que j'ai bien kiffé, et c'est vrai que là ouais, Sunstone c'est vraiment ultra réussi là-dessus. Alors, pour être complètement honnête, je suis pas à jour de mes lectures de Sunstone, donc les épisodes qui sont dans l'intégrale, je les ai pas encore lus, mais c'est vrai que pour préparer l'émission, je me suis remis à lire des tomes de Sunstone, et je kiffe toujours autant, quoi. C'est vraiment, chaque tome est un bonheur, et suivre ce cast qui en plus grandit au fur et à mesure des tomes, on a de plus en plus de personnages, d'interactions différentes, de complexité dans les relations humaines qui sont mis en avant. Plus c'est kiffant. Alors c'est vrai que je sais pas jusqu'où ira Stjepančević dans son plan, dans son idée à lui. Il dit qu'il a écrit le plan pour 20 tomes en tout. On verra s'il arrive jusque là, parce que c'est quand même on est un quart de l'histoire quasiment, du coup. Ouais, c'est ça. Mais à la fois c'est pas pour rien que justement pas vite avec ce d'ailleurs. Ouais, que la série s'est relaunchée d'une certaine manière, c'est parce que en fait, il se focalise sur certains persos du cast au fur et à mesure. Si je dis pas de bêtises, Mercy, c'est sur l'ex de la fille de la première série, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Et du coup, on voit évidemment tous les personnages qu'on avait vus dans Sunstone sont toujours là, mais le focus se fait plus ou moins sur différents personnages. Donc voilà, mais voilà, même si à un moment ça s'arrête, tout ce qu'on aura lu sera déjà vachement bien, parce que ouais, il tient ses personnages et ouais, c'est trop bien. Alors oui, par contre, il y a quand même ici et là des scènes qui sont un peu de cul ou d'érotisme ou des choses comme ça. C'est pas non plus à mettre dans les mains, comme je disais, moins de 16 ans, ça me semble pas forcément recommandé, mais encore une fois, la série qui me semblait et qui semblera à tout le monde racoleuse quand on fait le pitch au début, vaut beaucoup plus que ça, quoi. Elle est vraiment très très bien. Ouais,
Et puis surtout pour avoir eu des échos de l'auteur en convention, notamment pour les gens qui le suivent sur DeviantArt, il est quand même très abordable et super avenant justement avec tous ses fans qui gâtent et qui chérissent qu'il est vraiment dans ce milieu-là. Et c'est vrai que d'ailleurs, je crois que chez DC Comics, il était sur Arline, il voulait faire une espèce de suite ou une autre série avec Poison Ivy et Arline un peu plus lesbienne. Et je sais qu'on l'avait refusé et lui, il a pu, je crois qu'il s'est barré sans regret en mode de toute façon, moi je DeviantArt donc je fais ce que je veux quoi. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, en plus, maintenant on a pas mal parié sur Stephen Sejic. On propose aussi Fine Print. Là, on fait Death Vigil qui sort aussi là. Et on a une politique d'auteur sur lui parce que c'est vrai que on aime vraiment ce qu'il fait. On aime vraiment le bonhomme quoi. Il aime ses fans et il a envie. Death Vigil, là, c'est un peu une intégrale qu'on sort d'un coup, même si typiquement la série n'ayant pas trouvé son succès, il a été obligé de l'arrêter, mais il a envie d'y revenir. Il sait que lui, il a aussi plus de fans maintenant, donc il a aussi la possibilité de peut-être y revenir un jour. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour clôturer sur Sejic, c'est vrai que c'est intéressant, c'est que comme tu dis, on voit ses personnages souvent, et notamment au sein d'autres séries, parce que dans Fine Print, il y a un caméo justement des 2 filles de Sunstone dans un club à un moment donné, donc c'est aussi un peu marrant de voir les petits liens qu'il fait entre ces séries. Donc on va rester avec des gens qui tout nus. Sauf qu'ils s'entretuent. Puisqu'on va parler donc de Savage Sword of Conan, tome 1, La Horde de Dragon. Alors Savage Sword of Conan, si vous êtes un lecteur de comics depuis quelques années, c'est un nom qui vous dit forcément quelque chose, puisque, comme le rappelle Roy Thomas dans la préface de ce volume-là, fait sur l'année 70 chez Marvel, et donc Conan a été publié déjà depuis quelques temps en couleur, et en fait c'est l'éditeur donc de comics de Martin Goodman avec Stan Lee qui ont eu l'idée de lancer une revue en noir et blanc qui en fait n'aurait pas les contraintes du Comics Code. C'est-à-dire que oui, il pouvait faire beaucoup plus violent, beaucoup plus de nudité, des choses comme ça par rapport en fait aux comics traditionnels. Et donc dans cette série de magazines, donc Savage Tales, il y a eu donc du Conan, et à un moment donné, il était question donc de mettre d'autres séries, notamment du Khazar, dans Savage Tales, et c'est à ce moment-là que du coup, notamment Roy Thomas aurait eu l'idée, c'est ce qu'il raconte en tout cas en 74, de créer donc Savage Sword of Conan, qui serait donc une revue noir et blanc, pareil, avec des histoires de Conan, mais aussi des histoires de Kull, des histoires de Kull, le nom, je précise, le Solomon Kane, voilà, et aussi en fait les autres personnages de Robert E. Howard. Ouais, tout à fait, voilà, et notamment aussi donc des mélanges de textes, de bandes dessinées, et c'est vraiment la forme de Savage Sword of Conan telle quelle, qui était donc un magazine plutôt format carré, donc qui sortait donc au départ de manière bimestrielle, et puis après donc bimensuelle pardon, et puis après donc de manière mensuelle, et c'est cette forme-là, disons, qui a eu succès, puisque on les réédite actuellement en omnibus, et il y en aura au moins, je crois, 11 ou 12 de mémoire, parce qu'on a quand même fait en tout 40 de chroniques qui reprenaient ces épisodes-là. Voilà, et c'est fort du succès de la nouvelle série Conan que Titan Publishing a décidé de relancer Savage Sword of Conan, sous le même principe, des magazines anthologiques en noir et blanc qui vont mélanger du texte, des comics et du Solomon Kane notamment, c'est donc l'album qu'on publie aujourd'hui avec donc les 3 premiers numéros de la série Savage Sword of Conan, qui en fait vont dès l'introduction en fait ont été présentés comme se basant vraiment sur les 21 récits de Conan par Howard. Donc c'est vrai qu'on est vraiment dans cette temporalité là, et on va avoir donc principalement donc 3 histoires, donc donc scénarisée par John Arcudi et Max von Waffner, qui s'appelle La Horde de Dragon, qui donne son nom du coup au recueil, une histoire de Jim Zub et Richard Pace qui s'appelle Quittant le jardin, et une 3e dessinée par Karine Nord, que vous connaissez bien si vous lisez donc les Colossal Conan,
qui s'appelle Les Loups de la Toundra, mais aussi on va retrouver dans chaque numéro en fait une histoire de Patrick Zichner sur Solomon Kane, qui est une histoire en plusieurs parties, donc vous avez les 3 premières dans cet album-là, mais également une histoire muette que j'ai pas trouvé extraordinaire, qui s'appelle L'heure de la créature des cavernes, qui est scénarisée et dessinée par Alan Quah, et aussi donc une petite nouvelle écrite par Jim Zub, et aussi dans la tradition aussi des comics de l'époque, des pin-up, donc des pages pin-up, alors non pas avec des les pin-up, il n'y a pas des femmes à poil, mais disons des pages avec en fait ce qui est devenu après des round covers plus tard, c'est-à-dire du coup des magnifiques dessins. Alors il y en a un évidemment, c'est de Roberto Del Torre, qui est quand même le dessinateur phare de la relance de Conan chez Titan, qui a ce style-là, entre tradition et modernité, comme diraient les autres, qui est très proche de John Buscema, tout en étant restant très moderne, je trouve, au niveau de la composition, au niveau des couleurs. Et on a aussi surtout donc des illustrations de Gerardo Zaffino, qui pour moi est une énorme découverte, qui est un dessinateur qui est extraordinaire sur Conan, je trouve, et qui fait des brutasses, mais genre c'est faux, c'est incroyable. Et vous pouvez avoir un exemple typique sans rien acheter en regardant la couverture donc du Conan, la bataille de la Pierre Noire, puisque c'est lui qui fait l'illustration, et je trouve qu'il a un style vraiment très rugueux. Et ça que je trouve intéressant dans cette anthologie-là, c'est que globalement, moi, c'est l'histoire que j'ai tout aimé, à part, je l'ai dit, la petite histoire muette, et que j'aimais pour des raisons différentes, parce que je trouve qu'elle représente bien un peu les tons différents qu'on peut donner à Conan. La première, au niveau du dessin, je la trouve un peu trop numérique, mais je trouve que ça passe parce qu'on est vraiment dans celle avec le dragon. Ouais. J'ai vu quelques planches. Non, c'est très beau, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu plus froid que j'ai moins aimé. Mais en tout cas, voilà. Mais niveau moi, ça m'a fait penser à Corben pour le. C'est peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Je suis toujours pas rentré dans Corben. Ah, d'accord. Hors mainstream, en tout cas, j'ai du mal à rentrer dans ça. Mais bref, c'est pas le sujet. J'arriverai un jour. Et donc ici, je trouve qu'on a une histoire typique de Conan avec le côté un peu, bien mal acquis et tout ça. Donc plutôt réjouissant. Une histoire de Jim Zub, là qui a un style beaucoup plus rugueux, très crayonné par Richard Pace, qui est vraiment très, on pourrait dire très brouillon finalement, parce que c'est un dessin très nerveux, très peu académique, mais qui a quand même son effet, qui est vraiment une histoire d'horreur avec je trouve une fin assez noire, très douce amère, qui est peut-être plus proche de ce que fait Jim Zub son run de Conan. Et aussi après donc là une histoire de Frank Thierry et Carrie Nord sur donc les Loups de la Toundra, qui là pour le coup a une chute assez humoristique qui m'a surprise, et Carrie Nord qui fait un dessin qui m'a beaucoup surpris. Je l'ai pas reconnu au début, parce que je l'ai connu surtout en couleur. En noir et blanc, je suis pas tout à fait fan sur son style, mais je dois avouer que l'histoire est tellement bien, et surtout la fin est très drôle, puisque en gros on découvre que Conan est un loup-garou, et il va remonter la piste de savoir qui est le loup-garou qui l'a mordu. Et il y a des scènes un peu drôles, une scène très drôle à la fin, mais bref, je trouve que voilà, c'est en tout cas une anthologie qui est quand même, je trouve qui vaut le coup, qui a vraiment donné le temps de lecture, parce qu'il y a quand même encore une fois il y a du texte sans images, et oui, voilà. Et je trouve que j'ai, en tout cas, comme du coup la série principale Conan le Barbare, je trouve que vraiment cette relance de Conan chez Titan est vraiment super cool. Il y a vraiment rien acheté, et ça donne encore plus envie de se lancer dans les omnibus Savage Sword of Conan pour en fait rattraper et faire une émission spéciale Conan. Qu'en dis-tu, Aurélien? Moi, je dirais que j'ai mon ami Manu qui m'a envoyé cet après-midi le WhatsApp suivant, qui est: j'ai lu la moitié de Savage Sword of Conan, la proposition est aussi mortelle que l'édition. Voilà, donc merci Manu. Non, c'est vraiment bien, et puis en plus, je trouve que rien qu'au niveau du comment dire, c'est pas une private joke, comme je crois qu'on l'avait déjà dit, mais Aurélien, notamment, tu fais les fiches argus pour tout ce qui est hors Marvel chez nous, et c'est vrai que régulièrement, quand sur Conan il y a les Savage Sword of Conan originaux ou les intégrales, il y a souvent ce truc par les grands auteurs Roy Thomas et John Buscema, ce qui concerne, on va dire, peut-être 90% de la production. Non, un peu moins, mais c'est vrai que vu qu'il y a eu des retours de l'un ou de l'autre à des moments et tout ça, c'est vrai que voilà. Le private joke. En tout cas, ici, ils n'y sont pas. En tout cas, pas encore, parce que j'ai vu que Roy Thomas dans l'introduction dit qu'il va revenir. Donc vraiment, en tout cas, si vous aimez Conan, je trouve que c'est un must-have. De toute façon, si vous l'avez sûrement déjà acheté, vous aimez Conan, parce que tous les fans de Conan sont des fous furieux. J'en fais partie, donc je peux le témoigner. Donc, écoute Aurélien, je te propose de passer à ta reco.
Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de 40, à peu près 40 albums coup de cœur du mois, mais on a encore un petit peu de place pour vous faire des recos hors de notre catalogue. Ouais, je te dis qu'on est passé avoir des 1 heure, autant, ouais, on a encore 12 minutes, là, c'est parfait. Il y en a un peu plus, on vous le met. Du coup, moi, j'ai décidé de vous parler d'une collection de chez Le Bélial, donc, qui est éditeur de romans, et ils ont une collection qui s'appelle 1 heure lumière, qui est une collection dédiée aux novellas, c'est-à-dire les romans courts, les romans autour de la centaine de pages. On n'est plus dans la nouvelle, on n'est pas non plus vraiment dans le roman. C'est vrai que c'est un type de format de lecture qui a pas toujours vraiment sa place dans les librairies parce que un peu trop court et c'est pas non plus un recueil de nouvelles. Et eux, Le Bélial, ils ont dit ouais, mais il y a vraiment plein de trucs charmés chez tous les auteurs de SF et de fantasy dans actuels, et du coup c'est trop dommage de pas les publier. Et donc ils ont fait une collection dédiée à ça, et c'est vrai que je me suis lancé dans la lecture d'un paquet de tomes. J'ai dû en lire déjà une dizaine de ça. C'est des bouquins d'une centaine de pages, donc ça se lit assez vite. Et il y en a un dont j'avais envie de parler, c'est l'inversion de Polyphème. Pourquoi j'ai envie de parler de l'inversion de Polyphème? Parce que c'est de Serge Lehmann. Donc, si vous êtes fan de super-héros et de choses comme ça, vous le connaissez peut-être pour être le scénariste aussi de La Brigade Chimérique. Ouais, vachement bien. Et l'inversion de Polyphème, en fait, donc c'est un court roman, encore une fois, une centaine de pages, et qui en fait, on pense aux Goonies, on pense à ça de Stephen King, on pense à 20th Century Boys, donc on pense en fait à toutes ces histoires avec une bande de gamins qui sont pris par un truc qui va les dépasser, et qui est une grande aventure formatrice et à la fois traumatisante un peu. Et sauf que Serge Lehmann est français, et donc que ses références sont françaises, et que donc ce groupe de gamins, ils lisent les revues de science-fiction, de SF, qui étaient publiées en France dans les années 70 ou 80. Ils lisent Strange avec les super-héros, ils se les partagent, etc. Et en fait, on se retrouve dans un univers en fait qui est ultra familier, que ce soit par ses références, du coup, les Goonies, ça et tout ça, mais aussi par sa géographie, j'ai envie de dire. Et il y a quand on termine ce court roman, le seul défaut qu'on peut y trouver, c'est qu'on avait envie que ça dure 900 pages et pas juste une centaine. Donc je trouve que ça fait partie des plus beaux défauts qu'on peut trouver. Ok. Bon du coup, quant à moi, je vais rester sur du super-héros d'une certaine manière, puisque en fait j'ai parlé donc de 2 coffrets, un qui est déjà sorti et un autre qui va sortir, de respectivement 8 et 2 films consacrés à Kamen Rider. Donc Kamen Rider. Comment ça? Tu nous parles de culture japonaise des années 70? Je suis extrêmement surpris. Alors, espèce de mauvaise langue. Déjà, c'est sur l'ère Showa, donc c'est en gros années 70 jusqu'à 88. Voilà pour le premier coffret, donc qui est consacré au film de Kamen Rider, et ensuite surtout donc la duologie donc de Keita Memiya, donc Kamen Rider ZO et Kamen Rider J, qui ont été sortis en 93 et 94. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'ère Heisei, du nom en fait des ères au Japon à partir des empereurs en fait. Donc voilà. Donc qui est Kamen Rider? Alors Kamen Rider, c'est un personnage phare de la culture japonaise qui a été créé donc par Shotaro Ishinomori, donc un des grands mangaka vraiment qu'on appelle le roi du manga au Japon, qui est le détenteur du Guinness Book du nombre de pages, je crois, publiées, puisque je crois qu'il avait des fois il sortit plusieurs séries par an, donc c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment mort d'épuisement en 98-99, je crois. Et parmi ses créations, il y avait beaucoup donc de super-héros, donc de ce qu'on appelait tokusatsu, donc en fait des séries ou des films à effets spéciaux japonais.
Et donc, notamment, parmi ceux-là, le plus connu, c'est Kamen Rider, une série, en fait, de héros qui sont souvent des cyborgs. Et le fait aussi qu'il y ait Rider, parce qu'en fait, ils sont tous à moto. Alors non, ce n'est pas des scarabées à moto, mais si vous lisez Ultimate X-Men en ce moment, vous aurez capté quelques références à Kamen Rider, notamment au niveau des motos, au niveau de quelques kicks, parce qu'évidemment, un des coups les plus connus de Kamen Rider, c'est le Kamen Rider Kick, où en fait, il met son pied en avant qui est repris par Hideaki Anno dans Evangelion. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très 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 connu et très important dans la culture japonaise. Et donc ça, c'est la première fois qu'on a les films Kamen Rider en France. Donc là, c'est des coffrets qui reviennent sur les 8 premiers films de la série, puisqu'en fait, voilà, il y avait des films. On avait déjà eu quand même Shin Kamen Rider sur Amazon Prime il y a de ça un ou 2 ans. C'est vrai, effectivement. Fait que oui, ceci mis à part, en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, disons dans les historiques plutôt, là, je pense que c'est sorti aussi parce que c'était Hideaki Anno, là où effectivement, un peu comme le Godzilla ou l'Ultraman, mais c'est vrai que là, pour le coup, vu que c'est Kamen Rider et que là, c'est honnêtement des artisans de Tokusatsu, il y a quand même moins de gloire artistique ou disons autorisante avec. Et là, c'est vachement intéressant. Il y a des bonus qui expliquent chaque film, qui sont des films entre 25 et 45 minutes, donc c'est vraiment pas des très longs métrages. C'est vraiment passionnant, je trouve. Le coffret fait par Roboto, qui est un jeune éditeur qu'il faut absolument soutenir, qui fait des projets assez risqués comme ça. Vraiment, c'est parfaitement, la restauration est parfaite, beaucoup de bonus, un super coffret et tout ça. Et là, il a annoncé du coup la suite, donc les 2 films qui sont peut-être les sommets en fait de Kamen Rider, de noirceur et de body horror et de tout ce que vous voulez, avec donc Kamen Rider Zado et J qui sortiront en septembre ou octobre, si j'ai pas de bêtises, et qui sont signés par un des génies des effets spéciaux japonais qui s'appelle Keita Memiya. Donc ça, vraiment, si vous voulez découvrir Kamen Rider, je pense qu'il faut plutôt vous orienter vers ce coup de biologie-là. Et si vous voulez creuser et en découvrir un peu plus sur un personnage qui a fasciné toute la mythologie japonaise depuis près de 50 ans, je pense que le coffret Kamen Rider Showa, il faut se dépêcher de le prendre parce que je suis pas sûr qu'il soit réédité, et c'est à mon avis quelque chose d'indispensable à découvrir. Voilà, donc j'ai évité de... Est-ce qu'on est resté sous les 1 heure? Oui, on est resté sous les 1 heure. Bravo. Allez, bon, je propose qu'on conclue en vitesse. High five virtuel. Je pense qu'on en a assez, là. À mon avis, on a quand même pas mal de recos, là. Maintenant, vous nous avez écoutés, vous passez à votre librairie, vous faites le plein, et on se donne rendez-vous dans 1 mois, parce qu'il va vous falloir à peu près 1 mois pour lire tout ce qu'on vous a conseillé. C'est ça. Et j'ai pas encore relevé le programme d'octobre, mais à mon avis, bon, j'espère qu'on aura moins de titres. En tout cas, bon, ce sera peut-être pas aussi long, je pense. Ok. Bon, écoutez, sur ce, bon mois à vous, et on se dit à très bientôt. Ciao.